Et toute organisation, tout management est tout de même basé sur le financement. Parce que sans argent, il n'y a pas grand-chose. Et nous avons choisi de commencer les tables rondes par le sujet de la formation. Et on a la joie aujourd'hui d'accueillir l'ambassade de Guinée au Maroc. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Des applaudissements. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci, c'est un honneur de vous accueillir, d'accueillir aussi le docteur Marat que nous écouterons tout à l'heure. J'espère que vous allez profiter des échanges et puis que ça sera l'occasion de développer des partenariats entre nos deux pays. Ensuite, donc, je parlais du financement et j'inviterai les prochains intervenants de notre première table ronde, docteur Belriti El-Alaoui. Que nous applaudissons. Voilà, soyez bienvenus. Expert international en stratégie, en management et ancien secrétaire général du ministère de la Santé, docteur Hossein Arnif. On applaudit également. Expert auprès de l'OMS. Professeur Jafar Heikel, expert également. Surdiplômé également avec un parcours international. Voilà. Grand spécialiste en économie, me semble-t-il, aussi. Et enfin, le docteur Ahmed El-Bahri, un Marocain du monde aussi, que nous avons la joie d'accueillir. Je ne suis pas docteur. Je suis hospitalier, mais pas docteur. Très bien. D'accord. Eh bien, au moins les débats vont pouvoir s'ouvrir assez rapidement. Merci, professeur Nobre. Ahmed Bahri, qui est directeur général d'Elsan Maroc. Elsan, nous passons le bonjour à tous nos amis Elsan au Maroc et en France. Bienvenue à tous les quatre. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous devions aussi avoir le professeur Cheikh Ibn Jari, qui est souffrant. Donc, Allah Shafik, docteur, nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et attaquons directement. La première question et la question centrale qui nous anime aujourd'hui, c'est nous vivons un virage dans le système de santé marocain qui est la généralisation de l'AMO. Et donc la question que nous avons posée, c'est quels enjeux et quelle logique médico-économique à l'hôpital avec cette nouvelle réforme. Et peut-être en premier lieu, professeur Alaoui Belriti, si vous voulez bien répondre. Je vous donne le micro. Merci beaucoup. Merci d'abord pour votre invitation et merci aussi du choix des thèmes. En commençant par le thème dans le cadre duquel j'interviens, je pense que la problématique à travers cette question que vous posez, elle est très pertinente pour la réalité marocaine et surtout pour la réforme qui s'enclenche actuellement au Maroc, à savoir la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. On va passer à travers cette question. Il y a un lien qui est établi entre l'innovation, l'hôpital, le financement et la logique médico-économique. En préparant cette rencontre, j'ai essayé de faire un lien pour ne pas redire les choses qu'on a l'habitude d'entendre. Et j'ai essayé d'exploiter l'évolution des réformes à travers les pays développés et à travers les pays en développement. Et dans un effort de synthèse, on peut dire que l'ensemble des réformes, des mouvements des réformes, qu'ont connu les pays développés en développement, ont cherché à relever deux défis majeurs. Le premier, c'est le défi de l'universalité, à travers des extensions progressives de l'accès aux soins de façon générale. Et le deuxième défi, c'est le défi de la maîtrise des dépenses de santé. Bien sûr, les pays en développement avaient un troisième défi à relever, c'est la construction et le renforcement d'un système national de santé avec tout ce que cela suppose comme renforcement du financement, de l'offre, des ressources humaines, etc. Et donc ça veut dire que les pays en développement ont un défi supplémentaire par rapport aux pays développés. Les pays en développement ont en plus une contrainte majeure supplémentaire, c'est que la croissance des dépenses de santé dans les pays en développement, selon le dernier rapport de l'OMS sur le financement, est beaucoup plus importante
que la croissance des dépenses en santé. 6% dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, contre 4% dans les pays à revenus élevés. Et donc, ce questionnement posé par cette table ronde est très pertinent. L'autre raison, c'est le lien avec l'hôpital. Il s'avère que dans les dépenses de santé de façon générale, les dépenses hospitalières constituent le premier poste de dépenses, que ce soit là aussi, dans les pays développés ou en développement. L'OCDE, le dernier rapport de 2021, rapporte un chiffre de 39%, qui est la dépense hospitalière par rapport aux dépenses totales de santé. Au Maroc, on a, par rapport aux dépenses courantes de santé, 30%, toujours premier poste, et par rapport à l'assurance maladie de base, qui est l'objet de la généralisation, les soins hospitaliers représentent 34,2% des dépenses. Donc le premier poste. L'hôpital, l'intérêt pour l'hôpital et pour, je vais dire tout à l'heure, la logique médico-économique à l'hôpital se justifie encore plus lorsqu'on sait que l'hôpital connaît ou il est influencé par un certain nombre de tendances lourdes en rapport avec le progrès technologique et médical, en rapport avec la surspécialisation, en rapport avec l'industrialisation hospitalière, en rapport avec la transition épidémiologique et le vieillissement de la population, qui font ensemble que cette tendance vers le fait que l'hôpital est le premier poste de dépense, va continuer parce qu'on ne peut pas l'arrêter, parce qu'on ne peut pas arrêter le progrès, ou parce que la majorité de la population maintenant souffre de problèmes de maladies chroniques, comme au Maroc, on est la première cause de mortalité, c'est 83%, c'est les maladies non transmissibles. Et donc, dans ce paysage qui se présente aussi bien à l'étranger qu'au Maroc, on ne peut pas faire l'économie de tirer profit d'une approche, d'une logique médico-économique. Pourquoi ? Parce qu'il résout la problématique de l'efficience, qui est la problématique majeure des réformes antérieures, des réformes actuelles. Et pour faire le lien avec l'innovation, il s'avère que pour exploiter le retour d'expérience des pays, j'ai essayé d'exploiter qu'est-ce que les autres réformes ont fait en matière d'innovation, mais cette fois pas l'innovation managériale, mais l'innovation qui relève de la logique médico-économique. En préparant, j'ai trouvé un bouquin qui analyse l'expérience américaine, qui s'appelle Archéologie des politiques des soins de santé aux États-Unis. Et j'étais surpris par le fait qu'il présente l'évolution du système américain en le structurant, pas sur la base de l'économie politique, mais sur la base de l'innovation médico-économique qui a fait durer les réformes, qui ont fait durer les réformes. Et notamment, il rapporte trois choses. La première, bien sûr, c'est la réforme, l'intégration des pauvres et des personnes âgées dans l'assurance maladie, à savoir les programmes Medicare et Medicare, un pour les pauvres et les handicapés et l'autre pour les retraités, et les groupements, les classifications des patients, à savoir les fameux DRG, qu'en France on appelle le groupement hospitalier de malades, et ce qu'ils appellent les programmes de soins gérés, à savoir le managed care. Et ils présentent l'évolution du système américain par rapport à ces innovations, pas par rapport aux politiques qui ont généré ces innovations. Et j'ai trouvé par rapport à cette thématique l'idée intéressante, d'autant plus que l'évolution a montré que ces innovations, ces outils, ces instruments d'efficience ont survécu à l'épreuve du temps. 40 ans après, ils sont encore d'actualité, plus que ça. L'OMS s'est approprié ces outils et il est en train de les proposer aux pays en développement de façon générale, mais de façon adaptée. Et donc, le premier outil, et je vais essayer après de recommander quelques idées par rapport à ça au Maroc. Le premier outil, c'est les DRG. Les DRG, Diagnosis Related Group, où l'OMS les traduit pas groupe homogène de malades, mais groupe homogène de patients. Parce qu'à l'hôpital, on ne prend pas en charge que les malades, mais aussi des non-maladies comme l'accouchement, comme la chirurgie réparatrice, qui ne sont pas des maladies, mais c'est pour ça que le terme diagnostic au patient est plus adapté. Et donc, c'est quoi cette question ? En fait, aux États-Unis,
ils avaient un problème, c'est que pour souscrire au programme du gouvernement de ce programme qu'on avait dit de la réforme Medicare, ils devaient justifier qu'ils ont un système de rationalisation des dépenses. Et donc, les hôpitaux n'avaient pas comment régler cette problématique. Ils sont allés vers des universitaires pour les aider à faire ça. Il se trouve qu'ils ont croisé l'université Yale, où il y avait des chercheurs qui travaillaient sur ça. Et à travers cette interaction et à l'adaptation à l'hôpital, ils ont fini par proposer un groupement des paiements sur la base des patients. Et que le remboursement soit sur cette base. Ils ont par la suite appelé ça DRG. En 2020, 2021 plutôt, le groupe financier que M. Arnif connaît bien, à l'OMS Genève, ont produit un rapport sur le groupement homogène de patients, comment l'adapter aux pays en développement, donc 40 ans après. En France, il a été introduit le DRG aux États-Unis en 83. En 84, il y a eu une grande réunion au ministère de la Santé français avec 5 pays. Et en 85, il y a eu l'implantation de la réforme avec l'ensemble de ces outils à travers le fameux PMSI, le groupe homogène. Le deuxième outil, que je considère innovation aussi, est dans un pays à vocation privée, et donc où il y a le secteur privé et les secteurs publics, c'est ce qu'ils appellent le managed care, le système des soins gérés dans un contexte de concurrence. Et donc, dans les banques, ils ont commencé à vendre des systèmes intégrés. Vous voulez bénéficier d'un plan moins cher, vous devez suivre un parcours où il y a le lien entre le médecin spécialiste, les hôpitaux et les cliniques, mais que vous ne choisissez pas. Et donc, pour veiller à l'intégration et réduire l'utilisation. Nous, on appelle ça le système santé intégré. En tout cas, l'OMS appelle ça le système santé intégré. Le troisième outil, et qui aussi relève de l'innovation médico-économique, ça s'appelle l'évaluation de technologie de la santé. Et ça, l'évaluation de technologie de la santé, il a commencé de la même manière, de façon vraiment pratique. Le Congrès américain, vers les années 70, il voulait avoir des preuves de l'utilité de développer des programmes de recherche spatiale et de recherche sur l'environnement. Et donc, ils ont créé une agence qui s'appelle l'OTA, l'Office of Technology Assessments, pour réfléchir, étudier la pertinence de développer ces programmes. Et cette OTA a développé une méthode et une façon d'analyser et l'utilité et le coût des nouvelles technologies. C'est devenu également ce qu'on appelle maintenant l'évaluation de technologie de la santé. Bien sûr, ce que je dis, c'est la naissance, mais par exemple, en France, puisqu'on est dans une collaboration Maroc-France, en France, c'est également en 90, pas loin, en 90, il y a eu la mise en place d'une agence qui maintenant évolue vers l'autorité de la santé, mais initialement, il s'appelait l'agence de développement de l'évaluation médicale. Et donc, 3 outils qui, maintenant, 40 ans après, ils sont généralisés, mais on ne sait pas comment on peut les appliquer pour le contexte en développement. Et ce que je remarque bien sûr, il y a d'autres outils comme le gatekeeping, le contrôle d'accès, en France, l'incitation au financement, un programme spécial qui a été développé. Et on voit que le souci permanent, justement, c'est ce défi de maîtrise des dépenses. Et comme par hasard, les 2 défis des réformes, la maîtrise avec la généralisation, ils sont antinomiques. Donc, toute volonté aller vers la généralisation et l'universalité engendre des dépenses, donc on devrait maîtriser, donc il faut trouver des équilibres. Super. Au Maroc, nous reviendrons vers vous pour une deuxième partie. J'ai besoin, parce que la logique, je risque de le faire juste Très bien. 2 minutes, parce que si on ne parle pas du Maroc, dans le titre, il y a le Maroc. Au Maroc, on a la chance d'engager les réformes, la première réforme qui s'appelait PFGSS, Projet de financement et gestion de la santé, que M. Arnif connaît bien. Et c'est avec lui qu'on a initié ces outils. On avait la chance d'avoir dans la même réforme la présence, le lien entre le financement et la réforme hospitalière. Et dans ce cadre, on a réalisé au Maroc la première étude sur les coûts, l'épidémiologie de l'hôpital, donc la morbidité hospitalière et les coûts des morbidités à l'intérieur de l'hôpital. Donc on avait cette logique de lien. Les consultants qui ont fait ça, l'étude ERA, en 2003, nous ont même proposé
des catégories adaptées au Maroc de DRG, 15 catégories qui devaient régler le problème du Maroc, qui montrent que ce n'est pas compliqué. Actuellement, je remarque que le principal constat, c'est que on ne voit pas de façon évidente ce lien entre la réforme de financement qui a déjà été généralisée et que le financement est en train d'être mobilisé avec ce souci d'accompagner cette réforme avec des garde-fous, disons des outils qui pourraient assurer la maîtrise médico-économique et notamment à l'intérieur de l'hôpital qui constitue un enjeu majeur. Et donc, peut-être après je reviendrai sur quelques recommandations sur ce pour ne pas prendre trop la parole. Merci beaucoup, docteur Alaoui Belriti. Docteur Jaafar Heikel, votre vision. D'abord, merci infiniment pour votre invitation et merci d'avoir convié ce panel d'experts que je connais très très bien et qui ont chacun beaucoup de choses à dire. Moi, je vais me situer à un autre niveau. Évidemment, je partage ce que dit mon ami Dr Belriti. Je vais me situer à un autre niveau extrêmement pragmatique par rapport à l'hôpital ou établissement de soins, qu'il soit public ou privé. Parce que des fois, quand on parle d'établissement de soins, on a tendance à penser public. S'il vous plaît, pensez public et privé. Je peux parler que pour le Maroc. Si vous pensez à un système de santé au Maroc sans le privé, je pense que vous êtes à côté de la plaque. Et je suis très clair, je mets les pieds dans le plat. Évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, mais public et privé ensemble pour un système de santé. Ce n'est pas toujours vrai dans un certain nombre de pays, mais dans le contexte marocain, c'est particulièrement vrai. Alors je vais me situer à 3 niveaux. Le premier niveau, et pour également rebondir ce que disait le professeur Nobre, par rapport au management d'une structure de soins, d'un établissement, et de dire ce serait très bien que les médecins se forment au management. C'est vrai, il a raison, c'est une évidence. Mais, professeur Nobre, ce serait très bien que les managers se forment à la culture médicale. Parce que si vous prenez également un manager pur et dur, il passe à côté de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on l'a constaté, lorsque les gens allaient investir dans la santé, étaient complètement dans une logique purement de management et de gestion, et de finance et économique, ils rataient beaucoup de choses. Parce que être patron d'une usine automobile ou de chaussures, c'est pas comme être patron d'un hôpital ou d'une clinique. Vous allez me dire, oui, c'est les mêmes outils, le RH, le capital humain, la comptabilité analytique, tous ces mots, ça nous va très bien dans les écoles de management. Mais le parcours ou le consommateur n'est pas le même. Quand vous consommez des soins, vous avez entendu parler de l'aléa moral, c'est pas exactement la même chose que d'aller acheter un shampoing ou une paire de chaussures. Donc oui, les règles de management, très important, et je partage votre point de vue qu'il faut qu'il y ait une équipe entre le médecin et entre le pur manager, mais à ce moment-là, il faut trouver donc des moyens d'être ensemble. Alors je reste toujours à ce niveau-là, et encore une fois, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'un hôpital, est-ce qu'il a, j'allais dire, vocation à faire des bénéfices? Ça va choquer tout le monde. À l'hôpital, il ne faut surtout pas faire de bénéfices. Mais est-ce que l'hôpital a vocation à faire des pertes? Parce que quand l'hôpital fait des pertes financières, c'est quand même nos impôts, qu'on le veuille ou non. Donc, quel est le niveau acceptable de seuil pour qu'un hôpital? Doit-il équilibrer son budget ou doit-il être par essence déficitaire? Et je parle maintenant du côté économique. S'il est par essence déficitaire, il faut le dire à la population, il faut le dire à tout le monde en disant « Sachez que l'hôpital doit être déficitaire par essence et on va utiliser vos impôts pour payer ce déficit. » Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu avec le trou de la Sécu en France. Vous avez fait tellement de belles choses, c'est magnifique, tellement de beaux exemples, mais tellement d'autres exemples qu'on n'a pas envie de suivre. Je peux vous le dire, hein, aussi bien les agences régionales de la santé qu'un certain nombre de réformes. Mais vous avez fait tellement d'autres belles choses qu'on suivra. Ça, c'est le niveau management. On se met d'accord sur le plan sociétal, quelle est la vocation de l'hôpital en matière de résultats économiques. Je ne parlerai pas des résultats de soins, c'est une obligation. Le deuxième niveau que j'aimerais aborder avec vous, c'est le service. Dans un hôpital, comme dans une entreprise, on fait une production de soins. On a, excusez-moi du terme, de la matière première, un processus et un résultat. C'est du management.
Dans le cadre des structures donc, de soins, et dans le sujet de cette table ronde, c'est le modèle médico-économique. Quel modèle médico-économique pour en même temps ne pas perdre beaucoup d'argent, faire une qualité donc, de soins, laisser les ressources humaines satisfaites et avoir un bon résultat. Et le bon résultat, c'est la guérison, c'est les soins, éviter évidemment les cas de complications, éviter les décès. Et donc, cette équation n'est pas toujours évidente entre vouloir performer en termes de qualité de soins et de résultats et les inputs qu'on va mettre, c'est-à-dire les moyens. Et enfin, le dernier aspect, pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est finalement notre client, c'est qui? Et on a toujours tendance à dire que notre client, c'est uniquement le patient. C'est ça notre client. C'est faux. Dans les établissements de soins, mes amis, le client, ce n'est pas uniquement le patient. Dans les établissements de soins, le client, c'est le médecin. Parce que si le médecin ne ramène pas les patients, vous n'avez pas de client. Le médecin est également une autre forme de client. Et il faut avoir le courage de le dire. C'est que nous avons des patients à qui il faut absolument satisfaire une demande et un besoin de santé, et on est là pour ça. Mais également, nous avons un autre client qui est particulier, qui est le médecin. Qui, lui, c'est pour lui que beaucoup de patients arrivent. Les patients n'arrivent pas parce que vous avez une clinique 5 étoiles et une suite magnifique et avec des couvre-lits superbes et toutes les chaînes de télé. Le patient vient aussi chez vous parce qu'il y a des médecins, des infirmiers qui sont performants et parce que nous avons une technologie, un plateau qui nous permet. Et donc, et je termine par ça, si jamais nous ne tenons pas en compte, et ça nous l'avons fait dans le contexte marocain, il faut qu'on continue à le faire, si nous ne tenons pas compte de la satisfaction des patients, de leur comportement de soins, de leur comportement d'utilisation des services de santé, les déterminants de l'utilisation des services de santé, que ce soit rural, urbain, public, privé, nous allons passer à côté d'une chose qui est extrêmement importante, c'est que finalement on est là, quelle que soit la logique médico-économique, on est là pour les patients et pour les satisfaire. Est-ce qu'on a fait toujours cet exercice de satisfaction de la demande et de besoin en fonction des moyens qu'on veut y mettre? Et je terminerai par ça, et vous le savez, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Qui est prêt à payer ce coût et à quel niveau? Merci beaucoup. Merci beaucoup, on l'applaudit. Professeur Vous avez musclée et dynamique. Le son n'est pas très fort. Merci de monter le son. Merci. Là, vous m'entendez? Voilà. Super. Et donc du coup, le lien qui va immédiatement vers le privé interagir compte tenu des questions qui sont posées. Non pas que fait le privé, mais comment le privé, sa culture, en tout cas, s'approprie finalement de stratégies vertueuses. Alors, si vous me permettez, si vous me permettez, juste pour dire le privé, mais aussi le public. J'ai eu la chance de travailler dans le public, dans le privé à but non lucratif, en France, au Maroc, en ARS, en établissement et au ministère. Et donc, de fait, j'ai une petite une expérience, en tout cas des points de vue parfois divergents, différents, selon les situations dans lesquelles je me trouve. Alors, pour répondre à Thierry Nobre et aussi à Jaafar Heikel, je pense qu'effectivement, la question de la formation des managers dans l'hôpital est extrêmement importante. Mais partir de dire qu'il faut absolument des médecins, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dis qu'il faut. C'est pas une question de médecin ou pas de médecin. Il faut que les gens soient formés d'une façon ou d'une autre. Alors pour les managers qui sont gestionnaires et qui ne sont pas médecins, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas venir de l'industrie et vouloir appliquer des process industriels dans un hôpital. D'abord, l'hôpital, c'est extrêmement complexe. Ça fonctionne 365 jours par an. On gère plus de 200 métiers. Avec on reçoit des millions de personnes, donc un accueil du public, avec une forte importance sur le territoire politique et autres, avec des risques industriels, nucléaires, on a de la médecine nucléaire, avec beaucoup de risques que l'on gère, donc on ne peut pas le gérer simplement comme une industrie. Et d'ailleurs, pour ceux qui vivent à l'hôpital, voient bien que finalement l'hôpital, ce n'est pas un process, c'est un partage de l'information. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que l'hôpital vit sur le partage de l'information. Tous ceux qui ont essayé de processer l'hôpital se sont plantés. Parce que l'hôpital, c'est fait par des gens et qui partagent de l'information. Et c'est ce qui fait sa résilience d'ailleurs. Si on était dans des process bien établis, strictement faits, on ne pourrait pas avoir, comme tu l'avais dit, la souplesse et l'agilité pour pouvoir réagir face aux crises. Or, l'hôpital est la structure la plus résiliente qui puisse exister, l'une des plus complexes. Par contre, ce qui ne veut pas dire que les protocoles de soins ne sont pas
eux, pour le coup, quand il s'agit de traiter le patient, ne sont pas formalisés. Ils sont extrêmement formalisés, voire même standardisés, avec des normes et des choses très très claires. Donc je distingue bien la question du process de la question du protocole de soins qui me semble extrêmement importante si on veut comprendre la question de l'hôpital. C'est une petite aparté. Pour ma part, moi j'ai été formé à l'UHESP, l'UNSP à l'époque, évidemment qui forme à la gestion hospitalière et particularise, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'était pas suffisant et vous l'avez dit, professeur Nobre, il faut pouvoir parler le même langage. J'ai eu la chance, moi, de commencer ma carrière à l'AP-HP, Assistance publique hôpitaux de Paris, qui proposait à ses directeurs d'hôpitaux un DU qui s'appelait Sciences médicales à destination des gestionnaires. Et ça m'a aidé de manière formidable dans la suite de ma carrière. Je pouvais parler à peu près le langage de chacun des grandes spécialités, bien sûr, pas dans le détail, mais au moins de comprendre la logique et de comprendre la terminologie, de comprendre comment la prise en charge dans chacune des spécialités se faisait. Et on le sait très bien que même parfois avec des médecins, j'en savais plus sur la radiothérapie que certains médecins qui, dans leur spécialité, ne connaissaient pas, puisqu'ils étaient hyper spécialisés. Donc ça, c'est un élément extrêmement important pour moi que d'avoir cette formation, en tout cas pour les gestionnaires qui ne sont pas médecins. C'est capital. Et inversement, il faut que les gestionnaires, que les médecins soient formés à la gestion, bien que quand on est dans un pays où on est en déficit de médecins, je préfère voir les médecins sur le terrain soigner plutôt que de gérer. Mais il faut des médecins qui gèrent, et je sais qu'autour de la table, on a d'excellents gestionnaires, médecins, qui sont remarquables, et j'ai appris à les connaître, et j'avoue que au Maroc, j'ai vu plus de meilleurs gestionnaires que je n'ai vu en France, en fait. Ça, c'est par contre quelque chose, parce qu'il y a une culture de la gestion chez ces médecins. Alors, pour parler de la logique médico-économique, elle est différente du public et du privé, ne serait-ce que, pour l'instant, on n'est pas aux mêmes enjeux dans le public et dans le privé. Dans le public, comme l'a dit M. Belriti, Dr Alaou Belriti, de manière très juste, il y a 3 enjeux au Maroc. Bien sûr, il y a l'enjeu de l'universalité, l'enjeu de la soutenabilité financière, mais il y a l'enjeu de la réforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelle logique médico-économique on peut avoir dans un hôpital où les managers n'ont pas de responsabilité, ne sont pas responsables, ne sont pas autonomes? Que gèrent-ils aujourd'hui? Pas grand-chose en fait. Les RH sont gérés au niveau central. La partie économique, ils font finalement de la logistique aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Et la réforme va dans ce sens-là. Elle doit permettre d'autonomiser, de responsabiliser les acteurs sur le terrain, au plus près de l'action. Et ça, c'est pour ça que je pense que c'est un enjeu auquel le Maroc doit répondre, et auquel il va répondre, je l'espère, dans la mise en place de cette nouvelle réforme de la santé qui vise à la gouvernance, pour pouvoir donner à ces managers la possibilité, la responsabilité, la légitimité pour pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Mis à part finalement les CHU qui ont une plénitude et une autonomie, on va dire, plus importante, le reste des structures reste relativement dépendante d'une structure centralisée qui décide de tout, de loin, et donc pas bien finalement, parce qu'il faut pouvoir donner de l'autonomie, mais il faut former les gens. La logique médico-économique à laquelle on s'apprête, c'est une logique, effectivement, comme on l'a dit, sur les DRG, c'est-à-dire sur les groupements homogènes de malades. C'est une logique sur la tarification à l'activité, finalement. Les établissements vont être rémunérés à terme, public et privé. Privé, c'est déjà le cas. Vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de rémunération. Donc c'est une logique qui rémunère l'activité. Et quand vous faites de l'activité, vous devez bien avoir conscience de l'activité, ce qu'elle vous rapporte, mais ce qu'elle vous coûte. Et la question du coût, puisque tout à l'heure, M. Alaoui avait expliqué effectivement qu'ils avaient fait une étude sur quels étaient le coût de certains types de pathologies et de prise en charge. Mais ce sont des études que l'on fait ad hoc, que l'on fait sur le moment. Il n'y a pas de système qui me permette d'identifier, d'avoir finalement un pilotage par les coûts. En France, il y a l'échelle nationale des coûts qui permet d'identifier quel est l'ENC, qui permet d'identifier ça au travers de systèmes d'information, de remontée, qui permet d'identifier quelle prise en charge pour quel coût. Parce que si on veut savoir si un hôpital sera déficitaire ou excédentaire, quelle que soit sa performance, parce que la prise en charge de l'oncologie ou de la diarothérapie, enfin je dis un exemple, la prise en charge de la, c'est un mauvais exemple, mais la dialyse, si elle était déficitaire, structurellement parce que le tarif ne permet pas d'assurer une activité performante et de qualité, parce que de toute façon les tarifs ne sont pas bons, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et je pense dire que l'hôpital doit être excédentaire ou déficitaire, c'est en fonction de l'activité qu'il va déployer. Un petit point de vue, nous avons des centaines de personnes qui nous écoutent, notamment qui sont en France,
et qui ont tiré les enseignements de la T2A. Quels sont les points de vigilance? Parce que alors, pour être tout à fait clair, moi qui ai vécu un peu, puis qui était en ARS d'ailleurs, voilà. qui ne sert pas... Au Maroc, sans doute qu'il y a aussi prise en compte des points de vigilance compte tenu des retours d'expérience, notamment en France, pour lesquels les médecins, la communauté médicale a donné aussi les limites de ce dispositif d'évaluation médico-économique. Donc simplement, si on réfléchit au pilotage médico-économique de façon globale et pour la maîtrise médicalisée de ces dépenses, il est clair que la T2A a eu de gros avantages de professionnaliser et de rationaliser les choses. Hein. Moi je dis de toute façon, il dit la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Et moi je le dis aussi, il faut rationaliser aujourd'hui pour ne pas rationner demain. Et effectivement, il faut avoir une vigilance particulière sur le sujet. Sauf que la T2A, ce qu'elle a introduit, c'est ce qu'on appelait la course à l'échalote, c'est-à-dire la concurrence pour faire de l'activité. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que finalement, il y a un certain nombre de choses qui se faisaient au détriment du patient. Je parle de la pertinence des actes. De la pertinence des actes. Pertinence, est-ce que je fais l'acte ou pas? Pertinence en termes de prise en charge, est-ce que je fais de la chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie en fonction du vrai besoin du patient? Il se trouve que ce système de tarification à l'activité peut induire, chez certains acteurs, des pratiques déviantes, faut être tout à fait clair. Or, aujourd'hui, en France, la démarche qui consiste à atténuer l'impact de la T2A répond à ce besoin-là. C'est-à-dire que globalement, on ne peut plus continuer à faire de la tarification à l'activité. Il faut introduire du financement à la qualité, à la pertinence des actes. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'IFAX en France, qui reste anecdotique, mais qui commence d'augmenter d'année en année pour rentrer de plus en plus dans le financement des établissements. C'est-à-dire qu'il va falloir introduire un financement à la qualité sur des critères ou sur des résultats. Je pense que c'est quelque chose qui est inéluctable pour un pays comme le nôtre, qui va connaître une évolution très importante des dépenses de santé. Parce qu'effectivement, on a un rattrapage à faire, on a une population qui vieillit, donc ça, la dynamique, à mon avis, va être très forte. Donc il faut absolument assurer la maîtrise de ces dépenses-là. Et donc je pense que la question du financement à la qualité va se poser très rapidement, ce qui est une bonne chose, parce que ça va nous permettre aussi de structurer dans le privé le secteur, de telle sorte à ce qu'on n'ait plus que des acteurs qui soient conformes. Alors aujourd'hui, vous connaissez le phénomène des cliniques villas, qui effectivement répondaient à un besoin à un moment donné, mais aujourd'hui, elles n'auront plus les moyens de pouvoir faire face, avec les coûts de fonctionnement, aux exigences en termes de qualité qui vont venir. Mais quelque part aussi, rémunérer les gens pour faire de la qualité, ça peut paraître contre-intuitif, ils sont payés pour ça, mais à mon avis, c'est essentiel pour pouvoir éviter les dérives. C'est une quote-part, hein, c'est pas non plus 100%, c'est une quote-part qu'il faudra introduire. La vraie question qui va se poser, en tout cas pour les privés, nous, c'est qu'on va arriver avec une généralisation qui va finalement établir des tarifs uniformes partout. Quelque part, on va arriver à avoir un tarif unique, y compris avec les mutuelles et les assurances, l'assurance maladie obligatoire, un tarif unique où les payants, où les gens pouvaient jouer dans le privé sur la tarification des payants, ça sera moins le cas. Mais ça veut dire qu'on va avoir des tarifs qui vont être régulés via une TNR, une tarification nationale de référence, qui va devenir finalement quelque chose à ne pas dépasser. Et les gens n'accepteront pas de dépasser ça. Donc il y aura des discussions, bien évidemment, avec les complémentaires, avec les assurances, avec l'État. Mais une fois qu'on se sera mis d'accord sur cette TNR, ça sera des choses qui ne seront pas dépassées. Or, on le voit bien dans un contexte inflationniste aujourd'hui, où les coûts augmentent et peuvent exploser, de l'énergie, des dispositifs, des médicaments. Comment on fait pour maintenir une marge décente pour permettre à ces structures privées de gagner leur vie, de rémunérer correctement les médecins et de pouvoir continuer à investir? C'est un vrai sujet. Donc là, ça met vraiment en exergue la nécessité d'avoir un pilotage médico-économique très fin et très précis et de partager l'information. Et je pense que là, le système d'information est fondamental dans le cadre du pilotage médico-économique pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et je pense par exemple que la question, si on voit en termes organisationnels et managériels, là où chaque structure achète pour soi-même parce qu'on préfère garder la main pour ses achats, il va y avoir un moment, comme on l'a vu dans d'autres pays, une centralisation des achats, puisque ça fait partie des éléments constitutifs des coûts. Et je mets ma main à parier que dans quelques années, quelques mois, vous allez voir apparaître des centrales d'achat privées
pour pouvoir optimiser ces achats pour l'ensemble des acteurs. Je donne un exemple en termes d'innovation managériale. Mais en tout cas, la logique médico-économique, elle va passer aussi par la formation des acteurs, la sensibilisation. Ça, c'est un élément extrêmement important. Et ce sont autant d'innovations qu'il faut introduire. Moi, j'ai défini l'innovation, elle évolue dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, l'innovation d'hier devient quelque chose d'un basique aujourd'hui. Et dans les temps, je veux dire. Et dans l'espace, quelque chose qui est basique dans un pays peut être une innovation dans un pays. Donc ça, il y a des choses qui sont normales et logiques dans notre pays qui sont à introduire de manière en tant qu'innovation au Maroc. Mais il faudra bien faire attention à ne pas répéter les bêtises qu'il y a pu y avoir ailleurs et les erreurs. Et je pense qu'en termes d'erreurs, c'est la question du cloisonnement qu'on a pu avoir en France entre l'hospitalier et le secteur de ville et l'amont, l'aval de l'hospitalier. Et ça, c'est une erreur que le Maroc, en tout cas, dont le Maroc a bien conscience et qui, je pense, ne le répétera pas. D'ailleurs, les GHT au Maroc s'appelleront GST, groupement sanitaire de territoire, et qui introduiront le premier recours. Mais du coup, quand vous allez pouvoir régler le problème du parcours de soins en termes d'activité, comment on le finance, ce parcours de soins? Si vous voulez assurer cette fluidité, mais que chacun veut garder le patient chez lui pour en tirer le maximum de la création de valeur parce qu'on est à l'acte, ça va poser problème. À un moment donné, la réflexion sur le financement au parcours est un élément important. Désolé, j'étais un peu long. Merci beaucoup. Merci. Et vous avez parlé de géographie, d'espace et de monde. Donc passons de last but not least, docteur Hussein Arnif. Avec un fond musical, donc qui ne devrait pas vous empêcher de pouvoir donner votre point de vue. Votre vision et puis les perspectives. Et nous reviendrons évidemment après avec les questions qui seront très nombreuses. Je vois déjà dans les regards. Merci beaucoup. Moi, j'ai été interpellé par pas mal de points qui ont été soulevés tout à l'heure. Déjà, la question de logique. Est-ce que, quand on parle de la logique médico-économique, est-ce que c'est la seule logique qui va dominer la décision au niveau de l'hôpital? Certes, ce n'est pas le cas. Donc, il y a coexistence de pas mal de logiques. La logique professionnelle, la logique technocratique, la logique plutôt du monde marchand, et ainsi de suite. Donc la compétition ou le concours de ces logiques va faire en sorte de faire émerger des décisions. Ce sont les bonnes décisions dans tous les cas. Comme chercheur, on peut questionner le processus de la décision et lancer des recommandations pour l'amélioration de ce processus. Mais au moment de la prise de décision, c'est une décision prise et qui reste correcte à l'instant T là, quand elle a été prise. Et donc maintenant, moi j'aimerais questionner la question de la logique médico-économique dans ce mouvement de réforme qu'on est en train de vivre actuellement au Maroc. Quand on regarde l'hôpital, et là je vais parler de l'hôpital public parce qu'il a un certain nombre de complexités, et après pour converger vers la question aussi de l'hôpital privé. À l'heure actuelle, vous avez l'hôpital qui a des logiques qui coexistent et une schizophrénie entre la bureaucratie mécanique mais aussi la bureaucratie professionnelle. Mais le plus important, c'est que par rapport à la question du financement, nous avons un budget de l'État, nous avons des remboursements de l'assurance maladie, mais on a aussi un budget qui est virtuel, qui est fantôme et qui est ouvert. C'est l'out-of-pocket expenditure qui vient de la poche des malades. Et donc ça soulage à l'heure actuelle le gestionnaire parce que je dépense et quand je n'ai pas de budget, c'est le malade qui va payer. Et je ne fixe pas de plafond de cotisation de ce malade de sa propre poche. Et donc ça soulage un peu, ça laisse un peu le statu quo continu. Mais maintenant, lorsqu'on va converger vers la question de l'autonomie hospitalière dans le cadre du GST, il y aura des contraintes en matière de l'ambition, en matière du problème de santé qu'on va financer de par la politique de financement de la santé, et parce que le financement va être limité, et donc les problèmes de santé doivent être aussi limités parce qu'il doit y avoir un processus de priorisation. Et donc, c'est une contrainte qui va s'imposer à l'hôpital. La question de l'hôpital, donc, lorsque vous changez un hôpital à un autre, le coût de la même prestation va changer, dépendamment des facteurs de performance, de productivité, le niveau de salaire, le niveau de motivation, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un seul coût, mais par rapport à l'intégration d'une logique médico-économique qui se retrouve en califourchon entre la logique professionnelle et la logique technocratique, on a besoin de situer des normes. Quel niveau de qualité on veut financer?
Et quel est le coût de cette qualité? Parce qu'en revenant à la question des DRG, le plus grand problème, ce n'est pas l'algorithme de groupement dans les groupes homogènes de malades ou dans les diagnostic related groups, parce que ça a été quand même bien fait, parce qu'il y a une homogénéité clinique et une homogénéité économique qui a fait en sorte que ce groupement se fait de cette manière. Le plus gros problème, ce n'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau quel est le coût d'un groupe homogène qu'on va associer à un groupe homogène de malades, et à partir de là, on va définir un tarif. Parce que si en France, au début, ça a été basé sur des coûts, mais je pense qu'après, avec le temps, ça a été un processus de négociation des tarifs. Et donc, lorsqu'on est forcément dans ce processus de négociation des tarifs des groupes homogènes de malades, on s'éloigne un peu de la logique rationnelle. On est dans une prise de décision politique, plus ou moins. Et donc, par nature, il est inflationniste. Peut être inflationniste et peut être correct. Donc, on ne sait pas, parce que l'évidence, elle est absente à ce stade-là. Et donc, je pense que c'est ça le problème. Moi, je suis pour l'idée d'adopter un algorithme de groupement par groupe homogène de malades, mais aussi de faire des études de coûts de ces groupes homogènes de malades et de situer des standards. Voilà le niveau de qualité, voilà le coût qui est acceptable, qui se situe, parce qu'il y a des niveaux de qualité très élevés, des niveaux de qualité trop bas, mais quel niveau de qualité on veut financer, parce que le coût de la qualité, c'est aussi à considérer dans cette approche médico-économique. Et après, une fois on situe ça, il y a aussi un niveau de priorisation. Le niveau de priorisation par rapport à l'ensemble des problèmes de santé qu'on va résoudre, l'hôpital ne peut pas résoudre tous les problèmes de santé. Donc forcément, on est obligé de traiter un certain nombre de problèmes dans un niveau et référer d'autres. Et d'autres, peut-être que lorsqu'ils auront la masse du malade, ils peuvent faire une sorte de compensation justement pour couvrir un peu le coût exorbitant lié à des malades exceptionnels qui auront des problèmes de santé imprévisibles. Justement pour nous éclairer, puisque vous êtes positionné au niveau de l'OMS et sur les priorités de santé publique au niveau du Maroc, quels sont les grands déterminants de santé qui sont prioritaires justement au Maroc pour permettre de répondre évidemment sur une stratégie médico-économique extrêmement ciblée, pour ne pas tomber dans l'écueil, vous avez dit évidemment, de l'exhaustivité d'un certain nombre de paramètres, mais quels sont les déterminants, on en a évoqué tout à l'heure, sur les pathologies chroniques, sur évidemment des prises en charge en cours, mais quels sont les déterminants de santé au Maroc qui justifient justement d'avoir ce niveau d'exigence de qualité? Non, si j'ai bien compris, parce que là, les déterminants de santé, ça va au-delà du périmètre de l'hôpital. Oui, justement, mais vous avez dit que l'hôpital n'est pas le seul. Mais si on est dans l'hôpital, effectivement, si on est dans l'hôpital, lorsque vous regardez par exemple le panier de soins qui est décrit dans la loi 65.0, normalement, a priori, ils donnent accès à toutes les prestations qui peuvent exister dans un système de santé avec des petites, quelques prestations qui ne sont pas incluses. Et donc, lorsque vous regardez ça et vous allez dans le processus managériel de l'hôpital, c'est une mission impossible d'offrir tout ce panier sans passer par une priorisation, sans sélectionner un certain nombre de pathologies pour lesquelles le financement dont je dispose va me permettre de traiter ces malades. Et donc, le fait d'être dans cette équation impossible de traiter toutes les pathologies qui vous viennent à l'hôpital, et derrière là, toute une planification des ressources humaines, toute une planification des ressources financières à l'intérieur de l'hôpital, l'arbitrage qui doit être fait en matière d'achat du médicament, et l'impossibilité d'identification des besoins pour des pathologies qu'on maîtrise, dont on ne maîtrise pas le volume et la fréquence, ça complique un peu l'équation. Mais avec les DRG, par exemple, il y a une certaine standardisation de la quantification du nombre des problèmes. Et surtout, vous savez d'avance, si vous traitez 1000 types de DRG 1, vous allez recevoir un financement X et ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur le long terme en matière de financement. En absence de ces paramètres-là, donc on est dans une équation un peu difficile, mais heureusement, comme j'ai dit, à l'heure actuelle, il y a le out-of-pocket expenditure qui est quand même très élevé au Maroc, qui doit être diminué. Mais lorsqu'on va passer à l'autonomie hospitalière dans le cadre du GST, le débat va être complètement différent. Le Ramédis deviendrait un assuré comme un autre. Donc l'exigence du malade va imposer une contrainte supplémentaire à la structure hospitalière de produire une prestation complète. Et pour produire une prestation complète, en amont, il faut prévoir le financement adéquat pour cette prestation complète. Et en aval, il faut aussi travailler sur le processus interne de production pour avoir le coût de la prestation qui n'est pas très loin du tarif que vous allez recevoir. Sinon, il faut faire un plaidoyer pour avoir un ajustement au niveau de la tarification, au niveau des DRG, et ainsi de suite. On est dans ce va-et-vient
Et forcément, bien sûr, on va questionner aussi la politique générale du financement de la santé, parce que quand on collecte les taux de cotisation, la taille du financement qu'on est en train de collecter, il sert à couvrir quel problème de santé, le nombre des problèmes de santé qu'on peut couvrir. Et donc cela suppose aussi l'utilisation, comme ça a été dit tout à l'heure par Dr Belriti, d'utiliser le Health Technology Assessment ou l'évaluation des technologies de santé pour évaluer déjà le financement dont on dispose, le coût de la prise en charge des problèmes de santé qu'on aura et est-ce qu'il y a une adéquation entre les deux ou pas. En tenant compte également des problèmes conjoncturels, puisque la crise sanitaire a bouleversé, je dirais, toute la programmation. Je parle en particulier des soins programmés qui ont dû aussi bouleverser finalement les modes de prise en charge, donc impacter sur le plan médico-économique évidemment toutes les prévisions que l'on pouvait estimer, ne serait-ce que pour permettre d'assurer la continuité des activités. Enfin bon. C'est un sujet, et là, ça nous ramène, je m'excuse de vous interrompre, ça nous ramène à la question de l'innovation en fait. Ça, parce qu'en fait, on a travaillé, en 2017, on a travaillé sur une revue de littérature sur les organisations apprenantes et on a trouvé que les hôpitaux qui ont adopté le mode d'organisation apprenante, malheureusement, la plupart sont dans des pays occidentaux, et ils ont réussi à atteindre des niveaux de performance très élevés. Et lorsqu'on regarde les attributs de cette organisation apprenante, sont simples. En fait, adopter une vision partagée en interne de l'hôpital, briser un peu la dynamique classique verticale de processus de prise de décision, adopter une culture de résolution collective des problèmes, s'orienter vers la notion de l'équipe, parce que depuis tout à l'heure, on était axé sur l'individu. Le directeur, formé, pas formé, le chef de service, le chef... mais on oublie que la dynamique d'une organisation apprenante qui va atteindre les niveaux optimaux de la performance est basée essentiellement sur la dynamique de l'équipe qui alimente la dynamique de l'organisation dans son ensemble. Professeur Nobre, on a parlé tout à l'heure avec les expériences en France valenciennes, mais d'autres expériences sur la question des organisations apprenantes. Mais évidemment, en matière d'innovation, on peut considérer qu'il faut bien sûr mobiliser l'ensemble des acteurs dans un écosystème complexe, vous l'avez dit, et avec des instruments de gestion, par contre, qui nécessitent souvent d'être réinterrogés, notamment si la conjoncture, évidemment, n'est pas forcément maîtrisée. Voilà. Et je crois que l'expérience de la crise sanitaire nous en fait une démonstration, avec par ailleurs, évidemment, la dimension vertueuse des innovations. C'est un peu le paradoxe. Il n'y a jamais eu autant d'accélération sur le virage des nouvelles technologies numériques en santé depuis, évidemment, l'émergence de la crise sanitaire. Absolument. Et vous avez beaucoup parlé de public, de privé. Et dans le public, il y a aussi un type d'établissement assez particulier qu'on trouve au Maroc, ce sont les hôpitaux Segma. On n'en a pas beaucoup parlé. Quel impact, je regarde le docteur Belriti, quelle est votre vision, quel futur pour ces hôpitaux pour lesquels on attend une autonomie depuis des décennies, quel avenir? Merci. C'est vrai, au Maroc, les hôpitaux Segma représentent la majorité des hôpitaux. Donc, on a le tiers des hôpitaux publics de façon générale, c'est les CHU, en termes d'offres, et les autres, c'est les hôpitaux Segma, mais en termes de nombre, ils sont plus nombreux. Dans le cadre de ce qu'on est en train de discuter, on ne peut pas faire évoluer cette réflexion, réussir l'efficience, mettre en place les incitations à la qualité sans renforcer l'autonomie des hôpitaux. Pour moi, c'est une condition. D'ailleurs, dans les recommandations, j'allais mettre comme préalable, c'est renforcer l'autonomie des hôpitaux pour pouvoir contracter avec eux sur une base d'efficience. Sinon, l'hôpital public, il fait ce qu'il peut par rapport aux moyens qu'il a. Et aussi pour rapprocher ces deux pôles qu'on a tendance à séparer entre le secteur privé et le secteur public. Moi, je suis... Quand vous dites autonomie financière, ou est-ce que vous englobez plusieurs segments? D'abord l'autonomie de décision. De décision. Avant, automatiquement, l'autonomie financière est suivie. C'est une question Parce importante. qu'au Maroc, les segments, par définition, ces services d'État gérés de manière autonome, ils ont l'autonomie financière, mais ils n'ont pas l'autonomie de décision. Et même cette autonomie financière, elle est relative, puisqu'ils ne portent que sur le report de l'investissement à garder chez soi et ne pas envoyer à la régie de l'État. Donc, c'est une particularité marocaine. Ça nous a permis
de gérer une transition. À une époque, on n'avait pas la possibilité de donner l'autonomie à tous les hôpitaux. Et donc, on a trouvé cette formule intermédiaire pour rapprocher les hôpitaux d'une autonomie sans que ça soit entière. Les CHU ont la personnalité morale et l'autonomie financière. Donc, c'est la question de la personnalité morale dont on parle. Mais, de façon générale, moi, je considère même les CHU, ils n'ont pas l'autonomie requise pour relever les défis. Encore une fois, pourquoi ? Pour rapprocher la logique. Parce que si demain on met les mêmes référentiels en termes de tarification entre le public et le privé, et que le meilleur gagne, la performance, etc., même le CHU va se trouver en porte-à-faux par rapport à cette logique, parce que le CHU reçoit beaucoup de budget, il développe beaucoup de technologies, mais lui aussi, il est régi par la tutelle, et donc il n'est pas dans une situation confortable par rapport à cette autonomie. C'était la corrélation avec la situation en France, où justement la question de la souplesse des tutelles auprès des établissements de santé pour donner un peu plus d'autonomie. Voilà, donc, mais c'est vrai que pour des raisons, je dirais, politiques, c'est plus facile de dire qu'il faut donner plus d'autonomie aux établissements, plutôt que de dire donner plus de souplesse peut-être des organismes de tutelle. Voilà, qui ont été très très impactés aussi, encore une fois, par la conjoncture aussi de la crise sanitaire. Et en France, en tous les cas, les tutelles sont actuellement revisitées, puisque de nombreux rapports mettent en visibilité le fait qu'il faut donner un petit peu moins de rigidité, plus, je dirais, de coordination, et peut-être laisser plus de latitude, parce que l'autonomie, effectivement, renvoie beaucoup à la latitude, mais sur des choix vertueux, parfois, qui ne sont pas inscrits dans les processus, mais qui peuvent être extrêmement importants, puisque vous avez insisté en disant que ce sont les acteurs qui constituent, je dirais, l'essentiel de la qualité, donc de l'activité. Il faut dire, par rapport au Maroc, en plus du SEGMA, nous avons une autre particularité, c'est que nous avons un système de santé pyramidal, où l'accès n'est pas directement à l'hôpital, et donc ce que nous appelons les soins de santé primaires ou soins de santé de base. Et je pense que maintenant les études ont montré que la prévention et les soins primaires sont les meilleurs instruments d'efficience. Et donc, j'espère que la réforme actuelle ne va pas bousculer ça. Et moi, je propose même à ce que la nomenclature des actes qui existent maintenant pour les deux secteurs soit éclatée pour préserver ça en une nomenclature ambulatoire et une nomenclature hospitalière et conforter un peu le secteur privé et les hôpitaux par rapport à une logique justement de médico-économique par rapport à leurs dépenses. J'allais justement vous interroger par rapport à la NGAP. On en est où avec la NGAP Bon, après, c'est un vaste sujet. On laissera ensuite on ouvrira la discussion, mais oui, la NGAP, c'est un sacré... La NGAP, on n'a pas fait le saut qu'a fait la France, en fait. La NGAP, elle est toujours d'actualité. Malheureusement, elle n'est pas actualisée, malgré l'appel de l'ensemble des acteurs du secteur. Avec la réforme de la loi 131-13 relative à l'ouverture du capital, normalement on devrait l'actualiser parce que cette loi remplace une loi qui a décliné la NGAP. Moi je pense qu'il ne faut pas chercher uniquement à actualiser la NGAP parce qu'elle-même elle est dépassée dans la façon de présenter la logique des actes. Tout le monde sort de financement par acte pour aller vers des financements basés sur une logique médico-économique. Et donc si on revient, on positionne la nomenclature générale des actes professionnels, on a aussi la nomenclature des actes biologiques à part, on ne fait que retourner à un instrument qui n'est pas efficient, qui n'engendre pas de l'efficience par rapport au secteur public, au secteur privé. Je pense qu'il faut l'actualiser, mais il faut ressortir de cette nomenclature une composante spécialement hospitalière pour pouvoir anticiper l'évolution demain vers les DRG et aussi pour ne pas rester dans des négociations parce que les conventions tarifaires font qu'on aboutit à des forfaits hospitaliers de négociation entre l'assurance maladie et les autres. Et donc là, mais ça ne couvre pas tout le champ des prestations, comme l'a dit Sir Hussein, qui concerne les patients. Donc moi, mon avis, c'est de l'actualiser, mais en l'éclatant entre une nomenclature, un catalogue hospitalier, un catalogue ambulatoire. Merci beaucoup. Docteur Arnif veut intervenir. Je voulais juste réagir par rapport à cette question de nomenclature générale des actes professionnels. C'est vrai, il a perdu sa cohérence au fil des années parce qu'il y a beaucoup d'avancées en matière
de sciences médicales, mais aussi des pratiques qui sont pratiquées au niveau des établissements de santé. Et donc cette cohérence, elle a été perdue. C'est vrai qu'en France, ils sont passés à la classification commune des actes médicaux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2005, on voulait la mettre en place au niveau des hôpitaux avec Dr Briti. Et pour l'occasion, c'était mon directeur pendant 10 ans et secrétaire général pendant... Ça fait toujours plaisir de s'asseoir à côté de lui et d'échanger. Et donc, à l'époque, on avait l'idée de mettre en place, parce qu'en fait, en passant de la nomenclature générale des actes professionnels, vous avez des éléments nouveaux dans la classification commune des actes médicaux. Vous avez la durée de l'acte, le stress, l'effort physique que ça prend, la compétence médicale aussi à l'intérieur. Donc 5 dimensions il y en a qui sont subjectives, il y en a qui sont objectifs comme la durée de l'acte. Mais ce qui est important, c'est qu'il rapproche un peu la pratique à la réalité en termes de quantification de l'effort qui est consenti pour avoir cet acte. Et donc, c'est vrai, on peut imaginer que la classification commune des actes médicaux telle qu'on pratiquait en France en termes de scientificité, de la science qui était la dimension scientifique de son algorithme, peut s'appliquer au Maroc parce que les cultures, c'est vrai, on peut imaginer que le stress est un peu différent, ça reste une dimension subjective, mais la correction est peut-être acceptée. Et donc le passage vers la classification commune des actes médicaux, c'est un passage, je pense, qui est très, très, très primordial pour la réforme, parce que ça va permettre vraiment de rationaliser beaucoup de choses. Mais encore une fois, la classification, ce n'est qu'une dimension. La deuxième dimension, et la plus difficile, c'est comment on peut avoir le coût pour chaque acte. Quel est le coût acceptable pour tous les acteurs? Et bien sûr, dans cette négociation, il y a une dimension qui est rationnelle et une dimension qui est politique. Donc on peut accepter un coût élevé parce que les négociations politiques, parce qu'on a privilégié à une dimension donnée de donner plus d'accès, donc on ferme les yeux sur le coût. On peut aussi être très rationnel dans des situations données. Et donc, peu importe, mais le point de départ, c'est vraiment de se situer où est-ce qu'on va mettre le curseur par rapport au coût et la qualité au niveau de chaque acte. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, ouvrons les échanges parce que je vois qu'il y a pas mal de regards intéressés. Oui, madame. Est-ce qu'il y aurait des micros en salle, s'il vous plaît? Ça arrive. Alors, en prenant la parole, je vous invite à vous présenter votre fonction, la ville peut-être, parce que c'est un bonheur de vous accueillir de nombreuses villes. Et puis je rappelle aussi que nous sommes en direct sur YouTube et que cet échange est enregistré et sera disponible aussi en replay. Madame. Alors je vous remercie pour l'organisation de ce magnifique colloque. J'ai eu le privilège de participer à la première édition en tant qu'oratrice et je suis absolument ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je salue l'honorable assistance que j'aimerais d'ailleurs solliciter par un petit sondage à main levée qui aimerait voir l'offre de santé privée dépasser celle de l'offre de santé publique au Maroc. C'est édifiant. Nous, Marocains, on est connus pour accueillir la diversité. Je suis ophtalmologiste privée. On est connus pour accueillir la diversité sans jamais délaisser notre patrimoine qui est la santé publique. Au fait, justement, on entend récemment du mouvement, lors du dernier colloque, il y avait une faculté de médecine publique dans 8 villes marocaines, une faculté privée de médecine dans 3 villes marocaines, avec une extension dans une 4e. Il y a quelques jours, on entend le projet d'extension des facultés privées dans 8 nouvelles villes. J'ai hâte d'entendre l'extension des autres facultés publiques dans justement ce qu'on est en train de voir, la généralisation de la couverture médicale de base. Donc j'aimerais beaucoup entendre ça. Le foncier et les ressources humaines sont d'ores et déjà présents, les groupements, les centres hospitaliers et régionaux. Et au fait, au Maroc, on est fiers d'avoir ces diversités dans notre exercice. Nous avons
la santé publique, le privé dans lequel j'exerce, les fondations qui sont en collaboration avec nos chers pays étrangers, qui sont, et tout ça, c'est une diversité. C'est une diversité pour les médecins, mais aussi pour les patients. Et au fait, je trouve que c'est important justement qu'il y ait un échange, par exemple ce colloque, ou bien lors des caravanes médicales où tout le monde se retrousse les manches et met la main à la pâte pour régler les problèmes. Mais je pense que la gestion et la finance doit être absolument hermétique, une séparation entre les différents secteurs pour éviter de voir, lors du dysfonctionnement de l'un, une chute en dés de domino des autres, comme on a vu dans les autres secteurs de l'économie. Et la santé est particulière, elle est différente des autres secteurs de l'économie. On a entendu il y a quelques jours une solution de trouver des fonds internationaux dans la santé publique. Je refuse cette solution. La santé publique, elle est déjà largement financée par les impôts des Marocains, mais les visites de Monsieur le Président, les visites de Monsieur le ministre de la Santé ont mis sous projecteur carrément les vrais problèmes, c'est des problèmes de gestion. Justement, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On va passer. Merci, on applaudit. Et on va passer la parole aux personnes qui ont levé la main en prime time. Alors, allez-y. Alors, si c'est une question, posez-la, n'hésitez pas. Voilà, je vous en prie. Merci pour permettre à... Remercier Dr Chacha, directeur de la formation médicale à l'hôpital Cheikh Khalifa. Donc, vous avez évoqué donc, une question qui me tient vraiment à cœur, qui est la question de la nomenclature. Donc, pourquoi j'en parle? Étant moi-même responsable d'information médicale à l'hôpital Khalifa, je peux vous dire qu'en utilisant la NGAP, qui est aujourd'hui vieillissante, aujourd'hui près de 40% des prestations rendues au sein de notre hôpital sont hors nomenclature. Donc ça, j'en suis tout à fait conscient. On a dû même, en interne, créer un référentiel de toutes pièces. Et on a un petit peu anticipé la chose en utilisant du transcodage. Ça veut dire que pour tout acte de notre hôpital, il y a l'équivalent NGAP quand il existe. Et on sait qu'il n'existera que dans 60% des cas, avec en face son équivalent SAM français. Alors pourquoi nous l'avons utilisé quand même avant l'heure? Afin d'avoir comme des données statistiques, afin de pouvoir refléter de manière réaliste notre véritable activité. Alors ma question est la suivante. Si demain, on passe à la SAM ou autre, ça veut dire également qu'on risque de stresser un peu le système de financement de la santé. Pourquoi? Parce que plusieurs actes nouveaux, tertiaires, vont être aujourd'hui admis en prise en charge, mais aussi au remboursement. Donc, d'où ma question, comment gérer ce paradigme? Comment, d'une part, avoir et posséder un référentiel récent, capable de bien refléter les coûts de santé, mais aussi, j'allais dire, l'épidémiologie, refléter un petit peu la nature médicale de la chose, et en même temps, assurer et pouvoir prendre en charge également ces nouvelles dépenses de santé. Merci. Merci beaucoup. Question. Je propose de prendre l'ensemble des questions et ensuite passer aux réponses. Une dernière question ici, s'il vous plaît. Comme j'ai mis le micro. Oui, monsieur avait aussi demandé la parole tout à l'heure. Oui. Cette question a été posée dans un contexte très très particulier, c'est celui de la génération... Parlez bien près du micro, monsieur. De la génération de la couverture médicale, dans un contexte de génération de la couverture sociale, d'une façon générale. 1. 2. C'est bon? Répondre à cette question, il me semble, et je vais dans le sens de ce qu'a dit le professeur Ja'far Haïkel, c'est rester collé, c'est tenir compte toujours de cette double équation. L'offre doit être égale à la demande, doit être égale au financement. Ça, c'est très important. Sans ça, on parle dans tous les sens. Est-ce que pour le financement, ce qui va être, je dirais, entre guillemets, collecté, est-ce que ça sera à la taille de ce que demandent les malades? Est-ce que ça va être à la taille de ce qu'offrent les médecins? Avec cette transition, cette triple transition démographique, de plus en plus des gens sont âgés, transition épidémiologique, nous ne sommes plus dans les maladies transmissibles, nous sommes dans les maladies chroniques, nous sommes dans le cadre des maladies qui sont très coûteuses, et puis il y a cette technologie qui nous est exacte, mais qui est très coûteuse. Donc, ce sont ces éléments-là dont il faut prendre en considération
pour répondre à la question dans quel modèle, si vous voulez, sans oublier que notre système de santé privé, et ça c'est au bonheur des Marocains, de tous les Marocains, qui a évolué d'une façon, je dirais, honorable. Ça fait plaisir quand vous rentrez dans certaines cliniques, dans les standards et des hôpitaux, des groupes de cliniques, dans les standards qui dépassent largement même des standards internationaux. Ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en question. Je termine. Thierry Nobre, Monsieur Thierry Nobre, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis parti en France à l'âge de 65 ans en tant que retraité, en tant que médecin officier des forces armées royales, retraité, pour faire un executive master en management médical, gestion hospitalière. Ce n'était pas chez vous, autrement vous le dites, mais c'était à l'ECP Europe, désormais ECP Business School. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ce nom. Hein. C'est une autre question. C'est pour rénover. Merci pour votre intervention. On donne la parole. Alors encore une fois, merci beaucoup sur l'esprit synthétique de vos questions pour qu'on puisse. On commence à répondre tout de même pour respecter le timing. Peut-être une dernière intervention, si elle est très courte, très synthétique. Merci. Si c'est une question pour que nos invités puissent bien sûr répondre. Tout d'abord, merci beaucoup à nos experts panélistes pour leur excellente intervention. Je suis Dr Charadi, je suis consultant dans le domaine de santé. J'ai deux petites questions, je ne vais pas être très long. La première s'adresse à Sila Alaoui Mleriti et c'est Khnif. Il y a à peu près 2 décennies qu'on a lancé au Maroc un projet à l'époque qui était révolutionnaire, à savoir le PFGSS pour la réforme hospitalière. Et après 2 décennies, on a été très enthousiastes, on avait beaucoup d'espoir pour améliorer la santé de la population marocaine. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on a évalué ce programme? Est-ce qu'on a tiré les leçons pour la prochaine réforme qui est en train de se mettre en place? La première question, c'est ça. La deuxième, c'est destinée à Sil Bahri, à Jafar Haïkel, l'ami Jafar Haïkel, sur le financement de la santé. On connaît très bien que la TNR, la tarification nationale de référence, il est pratiquement caduque. Il ne répond pas absolument à la situation actuelle, vu les progrès, la technologie, etc. Comment concilier entre cette TNR, qui est pratiquement très faible, et les progrès actuellement, et la situation actuelle dans les cliniques privées? Merci. Merci infiniment. Donc je crois qu'il y a au moins une question pour chaque intervenant, donc c'est parfait. Donc on propose peut-être de laisser à nos intervenants le soin de répondre. Très bien. Et si nous avons le temps, nous prendrons une dernière question de madame. Question. Ah, bon, très bien. Allez-y. On va vous donner le micro. Et bien, on va vous apporter un micro tout de suite. En attendant, peut-être qu'on commence à répondre et on reprendra la question de madame. Non, en fait, ce n'est pas une question. Je suis Dr Carver des États-Unis et membre de C3M et les compétences marocaines à l'étranger. Et je vous joins d'ailleurs pour souhaiter un bon rétablissement au professeur Njari, avec qui j'ai eu des tables rondes virtuellement en pleine crise de Covid sur la digitalisation de la santé au Maroc. Et voilà, c'est uniquement 2 petites remarques. J'ai beaucoup aimé tous les sujets qui ont été évoqués et même les questions. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant d'être parmi des invités d'élite. Et moi, j'absorbe les idées, j'adore ça. Et en fait, je suis professeur universitaire, je ne suis pas médecin, mais je suis PhD en molecular oncologie. Et j'ai une curiosité et j'ai toujours un pied sur ce qui se passe au Maroc. Et avec des réunions comme ça, au fait, ça m'aide à rester en contact avec mon pays de mère. Et 2 petites remarques, c'est au professeur Abdelali Belriti Alaoui, qui a au fait cité un exemple de Obamacare. Obamacare aux États-Unis a des pour et des contre. Et l'un des
c'est pour aider au fait les démunis à avoir une couverture sociale médicale. Mais l'un des contres, c'est que au fait, l'Obamacare a des barèmes, c'est 2 heures de travail de la personne qui doit en bénéficier. Et ces heures de travail, c'est au moins 13 heures par semaine. Alors l'employeur, qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas y participer financièrement? Il a diminué les heures de travail de cet employeur. Au lieu que ça soit 13 heures, on pose 9 heures de travail. C'est tout comme ça. L'employé ne doit pas bénéficier de Obamacare. Mais sinon, il y a un système aussi dans les hôpitaux, et ça dépend en fait des provinces, des states et de l'hôpital, qui, dont les personnes âgées, peu importe le statut social, en bénéficient. Et il bénéficie uniquement au sein de l'hôpital. Et on sait très très bien que les hôpitaux aux États-Unis sont des hôpitaux semi-publics. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. À vous, les réponses. Je vous donne le micro. Je vais prendre la parole parce que si on était dans un débat politique, j'ai au moins 17 minutes de retard. Tout à fait. J'ai chronométré. Mais c'est pas grave, je vous le concède. On n'aime pas me donner la parole, peut-être parce que je mets trop les pieds dans le plat. C'est pas grave. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre invitation. Je vais répondre en ce qui me concerne par rapport au financement. Et encore une fois, je remercie mon ami Charadi. Je pense que tous mes confrères ici le savent. Parfois, on n'a pas le courage de dire un certain nombre donc, de choses. Est-ce qu'à votre avis, l'État ne sait pas que la TNR ne répond absolument pas à la réalité de terrain? Est-ce que quelqu'un réellement aurait l'honnêteté de nous regarder les yeux dans les yeux et nous dire la TNR est totalement en dehors d'une réalité? Quand vous voyez qu'une consultation d'un médecin spécialiste est à 150 dirhams, est-ce que vous, quand vous allez chez un médecin spécialiste, vous payez 150 dirhams? Ça, c'est la réalité. Et la même chose pour la réanimation, etc., etc. Donc, il est impensable de penser à la refonte de ce système de santé dans le cadre de la réorganisation actuelle si on n'a pas le courage de dire il y a des choses qu'il faut revoir. Au-delà de ce qu'ont dit tous les confrères, les groupements homogènes de maladies, tout ça, etc., nous avons un enjeu majeur par rapport à la notion de combien ça coûte la santé. Si nous savions combien ça coûte, eh bien, on peut mettre en face le prix. Évidemment, il n'est pas question que les Marocains qui n'ont pas les moyens payent le prix fort. Et c'est pour ça que la couverture sanitaire universelle qui a été lancée par Sa Majesté est fondamentale, essentielle pour notre pays. Mais il ne faut pas que ce coût qui doit être supporté par le citoyen, il soit lancé de l'autre côté aux professionnels de la santé pour assumer cette problématique et cette équation qui est difficile à résoudre entre une couverture sanitaire universelle pour tous, un accès à tous, qualité de service pour tous, performance pour tous, médecins partout, infirmières partout, et il ne faut pas que ça nous coûte cher. Alors réellement, même si vous sortez de HEC Paris ou de Polytechnique ou de Stanford, moi je suis incapable de répondre à ça. Donc il faut qu'on ait ce courage de dire quel type d'équation, quel type de système de santé pour les Marocains. Et je crois que si nous enlevons la barrière entre le public et le privé, que nous mettons un paquet minimum de soins essentiels, je rejoins ce que dit Siab Ali, c'est-à-dire les soins de santé de base doivent rester la plateforme de notre système de santé, public et privé. Puis ensuite le réseau hospitalier, et que nous jouions sur la complémentaire, mais que le paquet minimum de services de santé soit pour tous les Marocains, quel que soit un niveau de prix juste, quelle que soit la région et quel que soit le lieu, c'est-à-dire public ou privé. Je n'ai pas dépassé mon temps? Ça va? On vous écoute encore. Non, je vais arrêter comme ça. Merci. Merci. Je me permets de construire sur ce que vient de dire le professeur Jaafar. En fait, l'une des erreurs commises dans le premier mouvement de réforme de la couverture médicale de base, c'est qu'on est sorti avec une ambition, c'est de faciliter l'accès à beaucoup de populations
mais on n'a pas dit que ce n'est pas possible pour toutes les prestations. Et je pense que maintenant, on risque aussi de commettre la même erreur parce qu'on n'annonce pas la complémentaire. Normalement, à mon avis, il ne faut pas sortir avec un seul panier parce que les gens vont vouloir faire tout dans le panier qui est annoncé ou qui est offert. L'ANAM actuellement est en train de, d'ailleurs avec l'appui de l'OMS, en train de réfléchir à la mise à jour d'un panier essentiel, comme l'a dit C. Jafar, et à côté proposer une complémentaire. Il faut que politiquement, tactiquement, il faut venir dans le cadre de cette réforme généralisée avec les deux paniers, pour que les gens sachent que ce n'est que l'essentiel qui est dans la généralisation. Par rapport aux questions qui ont été posées, la question, je lis la question de Dr Charadi avec une autre question sur la SECAM. En fait, là on revient encore une fois à la réforme des hôpitaux qui a été corrélée avec la réforme de financement. Et l'avantage que nous avions, c'est qu'on avait cette possibilité, dans la réforme hospitalière, d'intégrer la mise à jour de la nomenclature. Et nous avons, à l'époque, et Dr Charadi se rappelle de ça, on a eu l'accord de la France pour utiliser la SECAM, on l'a adapté. On a eu l'appui de la TIH qui est venu travailler avec nous pour adapter la SECAM au contexte marocain. Maintenant, il y a une version aussi actualisée à l'Agence nationale d'assurance maladie. Quand est-ce qu'on va la mettre en place? Si demain on sort avec que la SECAM, là aussi c'est un risque. Donc il y a, dans ces réformes, il y a pas mal de risques, justement parce qu'il y a l'enjeu de financement. Quel niveau de financement on est capable de mettre pour accompagner la réforme? Et donc, encore une fois, et M. le Hussein l'a dit, si on sort avec cette SECAM sans parallèlement avoir une idée sur la capacité d'accompagner ça avec un financement négocié, là aussi, on va créer de l'ambition, mais cette fois pas auprès de la population, mais auprès des professionnels de la santé, à qui on va ouvrir la possibilité de prescrire tous les actes, actualisés bien sûr par spécialité, etc. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'effort d'accompagnement, ça par un renforcement en termes financiers. Et donc les négociations, d'ailleurs ça a été bloqué la SECAM, pas pour des raisons d'abord pour des raisons techniques. Il y a les organismes gestionnaires qui étaient à l'époque avaient mis en place un premier système d'information informatisé et la mouture nouvelle de la SECAM devait changer le système d'information et n'avait pas la possibilité de le faire. Maintenant, on a la possibilité de le faire pour accompagner cette réforme. Il y avait également dans la réforme précédente de la couverture médicale de base, en tout cas la première étape, il y avait également, comme l'a soulevé Dr Charadi, il y a aussi des aspects de qualité, d'analyse des coûts, etc. Donc c'était en fait, comme il l'a dit, une école où on a presque testé énormément des choses et expérimenté. Malheureusement, ça n'a pas été achevé. Et ce n'est pas uniquement ça. Et ça a été, on a orienté la réforme hospitalière par la suite vers l'offre. Et donc, on a commencé à construire des mégastructures qui engendrent des dépenses encore plus importantes. Et on était dans une concurrence publique-privée, parce que le privé était en avance par rapport à nous en termes d'infrastructure et d'équipement. Et donc maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons sincèrement des hôpitaux publics qui font plaisir, qui constituent une fierté. Nous avons également un secteur privé qui représente le tiers de l'offre hospitalière au Maroc, et également qui est très compétitif. Mais les autres questions qui devaient s'opposer par rapport à ça, il n'y a pas de réponse. Et donc les feuilles de route qui circulent sur l'actuelle réforme comprennent beaucoup de détails, même sur le financement par année, mais aucun détail sur les mesures d'efficience, d'accompagner ça en termes de financement, en termes de gouvernance, en termes de formation, etc. Dernière question qui me concerne, c'est la question de la réforme américaine. C'est vrai que, en fait, c'est comme le Maroc à une autre échelle. La réforme d'Obamacare est venue justement pour accélérer l'accès à l'universalité, la réforme que j'ai annoncée, en mettant en place, et je suis... moi j'ai lu la loi, la loi ACA, et j'étais agréablement surpris de voir que dans la loi, il y a la qualité, il y a les soins de santé primaires, il y a la promotion de la prévention au niveau du financement, il y a même les ressources humaines qui sont dans un chapitre dans cette loi.
ça veut dire qu'on n'a pas mis une réforme que de financement, mais on a mis dans la même loi toutes les mesures d'accompagnement pour régler ce trou. Bien sûr, après, il y a eu politiquement un changement de gouvernance qui a fait qu'il y a eu du blocage, il y a eu de l'intelligence, mais le fait est que actuellement, on a 30 millions de personnes supplémentaires couvertes aux États-Unis grâce à cette réforme, 15% qui viennent du régime des pauvres, Medicaid, puisqu'il a doublé sa couverture, et 15 millions qui viennent du secteur privé, malgré l'intelligence du secteur privé pour réduire le bénéfice à l'emploi. Donc déjà, ce n'est pas une grande réussite, mais déjà c'est une avancée vers ce qu'ils appellent, eux, la quasi-universalité des soins. Voilà. Merci, docteur. Merci. Moi, je vais essayer de réagir par rapport à deux éléments. Le premier sur la question du financement de la santé. Moi, je pense que le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est au niveau de la fonction de l'achat. Ce n'est pas la collecte des fonds, c'est la mise en commun à une échelle encore moindre. Mais au niveau de la fonction de l'achat du financement de la santé, il y a lieu à converger vers un achat stratégique. Et donc, la question, ce n'est pas une question de mise à jour de la tarification nationale de référence, mais beaucoup plus, la question est double. Une question de méthode. Quelle méthode on va utiliser pour définir cette relation contractuelle entre assureurs et producteurs de soins? Parce qu'il faut qu'il y ait de la contractualisation axée sur la performance, axée sur la qualité, axée sur pas mal d'éléments qui feront le choix de priorisation des décideurs. Et donc, cette progression vers l'achat stratégique va forcément nous obliger de commencer petit et grandir au niveau de la définition des paniers de soins sur lequel on s'engage pour la population et sur lequel l'équilibre des financements de la santé va être, la faisabilité de cet équilibre va être testée. Donc ça, je pense que c'est primordial. Donc la progressivité dans le développement des paniers de soins et la continuité de la collecte des fonds pour le financement et améliorer la situation des financements de la santé. Moi, je reviens à la question qui a été posée par Dr Charadi. Depuis longtemps, en fait, la réforme hospitalière, et on avait un problème qui est le cadrage des réformes, ça veut dire la continuité dans le temps des politiques de santé. Et en 2013, je me rappelle à la deuxième conférence de la santé, l'idée était de développer une charte sur la réforme de santé. La charte, normalement, devrait cadrer les politiques de santé et assurer que la direction du changement va être maintenue, quel que soit le gouvernement. Heureusement que depuis 2021, je pense qu'on a une charte automatique qui est le modèle de développement qui permet justement de placer la question de la santé et la réforme de la santé à plus haut niveau de la prise de décision du pays. Je pense que ça permettrait de... Mais au niveau de la réforme, on a un autre problème qui est au niveau de la gestion des connaissances. Il y a beaucoup d'outils qui étaient développés dans le cadre du PFJSS qui sont toujours actuellement applicables dans le contexte actuel. Donc il suffit juste de mettre en place un mécanisme de gestion de connaissances pour revisiter ces outils et sortir ceux qui sont toujours d'actualité et les partager. Voilà. Merci. Merci. Donc moi je vais revenir sur la question aussi du Dr Charadi et enfin je rejoins à 1000%, je le dirais avec moins de verve et d'enthousiasme que mon ami Jaafar, mais il a tout à fait raison, c'est-à-dire que globalement on peut pas... Il faut sortir de cette en tout cas, hypocrisie, finalement, et de se dire, ben voilà, on n'a pas les moyens de mener tout ça. C'est vrai que comment imaginer, avec cette généralisation, prenons l'exemple de la réanimation, 1500 dirhams pour une nuit en réanimation, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est juste pas possible, c'est même pas le prix d'une chambre d'hôtel. Donc comment imaginer qu'on puisse assurer une prestation de qualité qui prenne en charge le patient de manière sécurisée si on ne demande pas plus au patient de mettre la main à la poche. Et ça, c'est le problème. Et après, on se plaint de toutes les pratiques et on jette l'opprobre sur le secteur privé. Alors, tout n'est pas propre, hein, tout n'est pas nickel, on est bien d'accord. Mais comment jeter l'opprobre sur le secteur privé alors qu'on lui met cette contrainte-là, à lui assumer cette contrainte-là? Et là, je parle du secteur privé que je suis actuellement. C'est pas possible. Il faut qu'à un moment, on se mette tous autour de la table pour régler ces problèmes et qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là. Et on a parlé beaucoup de la production de soins entre le public et le privé. Je pense qu'il y a un autre sujet qui me semble important pour rationaliser aussi les dépenses en santé, que sont les investissements.
Quand on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de carte sanitaire et que chacun peut installer ce qu'il veut là où il veut, que entre public et privé, il n'y a pas de coordination sur des territoires, je peux vous garantir qu'il va y avoir des centaines de millions de dirhams de dépenses qui ont été mal faites aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas été coordonnées. Et ça, c'est un élément extrêmement important. On passe de la production, mais déjà, rien que pour l'investissement, on est en train de faire des erreurs. Quand je vois combien il y a nombre de radiothérapies, d'accélérateurs, il y en avait quelques-uns qui avaient démarré sur Casablanca, pourquoi on a autorisé autant finalement, alors que ce sont des centaines de millions de dirhams qui ont été injectés, alors qu'on aurait pu déployer ces équipements nécessaires dans d'autres régions, en partenariat avec le public et le privé. Donc je pense que là, la question du public et du privé, elle est fondamentale. C'est la particularité du Maroc et sa richesse. Il faut absolument s'appuyer sur ces deux secteurs, y compris les privés à but non lucratif, qui sont les trois secteurs, sans dogmatisme, et travailler ensemble, parce que cette réforme, elle ne se fera pas. M. Alaoui l'a bien dit, Al-Belriti l'a bien dit, on représente quasiment un tiers de l'offre de soins. Impossible d'être hémiplégique et de ne réfléchir que d'un côté. Il faut absolument coordonner les actions si on veut optimiser cette gestion, y compris ensuite dans la prise en charge des patients. Je pense que c'est un élément important. Super, parfait. Eh bien, c'est un très beau mot de conclusion pour cette table ronde. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces échanges. Merci pour votre disponibilité. Alors, nous prendrons une petite photo, la photo traditionnelle, avant de passer au café, et nous vous retrouvons en ligne à 12h15. Nous prendrons juste un café et nous serons de retour à 12h15, Inch'Allah, pour la suite.